Du vent, Gâtine. Cet ouvrage relate l'épopée d'un habitant de Chalonne, René Gâtine, parti s'établir au Canada en 1891 avec sa femme pour tenter sa chance. Ce récit est constitué à partir des lettres envoyées à leur famille. Nous avons également cet ouvrage en version anglaise publié en 2016, The Bethany Hills, A Dream of America. À Rosebud Creek, René chercha de l'or. Oui, de l'or. Et il y crut pendant tout un hiver. Cela, il ne s'en est pas vanté à son père. Mais il a bien creusé un claim. Ça paraît fou. Ça l'est. Contaminé par cette fièvre américaine, cette obsession de la fortune rapide, l'esprit se met à tourner trop vite, comme une poulie folle de ne rien entraîner. Les voisins, des Morton, s'étonnent de ne plus voir les Gâtines. Nous battent-ils froid? Les avons-nous vexés? Que se passe-t-il? À la fin de l'hiver, René apparaît avec le beau temps, penaud, confus et riant de lui-même, et racontant qu'il a cru avoir découvert un filon dans sa terre. Comme il craignait que la nouvelle ne s'ébruite, il a ordonné à Aimé de ne plus bouger, de se taire, de se terrer, de ne plus voir personne. Et l'on creusait, jusqu'à ce qu'au printemps, l'expertise révéla que ces pépites, ces éclats, ces sacs d'écus et ces châteaux en Espagne n'étaient que quelques illusions, quelques micas, quelques tombereaux de terre, une ferme au Canada. Seul le travail est un trésor. On rit. Raymond Kopa, l'inoubliable. C'est une bande dessinée. On ne s'attend pas forcément à trouver des BD aux archives. Il y en a quelques-unes, très peu, qui sont plutôt documentaires. Nous avons aussi quelques ouvrages jeunesse. On s'entraînait au milieu de la rue. On n'avait pas le droit d'aller au stade. Les premières années du jeune Raymond Kopa furent certainement le déclenchement de ce qu'il deviendra plus tard. Un homme voulant être libre dans ses pensées, refusant tout manque de liberté d'être et de pouvoir s'exprimer. Il réussira par sa force naturelle physique et mentale à devenir une personne respectable et respectée dans la vie de tous les jours et un sportif hors du commun. De qui je parle ? D'un jeune habitant une région difficile pour y vivre à son âge et où il faut passer souvent par la mine pour travailler et survivre. D'un footballeur doué, sans doute surdoué pour son jeune âge, et qui, pour sortir des entrailles de cette terre noirâtre, a réussi à se battre et gagner son premier match. Comment un jeune galibot de Neulémine, d'origine polonaise, qui s'appelle Raymond Kopaszewski, peut devenir un des meilleurs joueurs du monde de football? On ne devient pas par hasard un sportif hors norme, adulé sur les terrains du monde entier et reconnu comme un être doté d'une personnalité très forte, une légende. Sans doute a-t-il connu trop tôt les malheurs d'une vie difficile pour vouloir s'en sortir et travailler dur sur un terrain de football, plutôt que dans les profondeurs de la mine. Chasseur d'héritiers. Ce livre raconte les différentes étapes et péripéties des chercheurs généalogistes pour trouver les héritiers. J'ai choisi l'enfant de la DAS devenu millionnaire car j'étudie la généalogie de ma famille. Et je me suis dit qu'à travers les recherches et parcours de professionnels, cela m'encouragerait à persévérer dans mes recherches. Cette histoire concerne Beaufort-en-Vallée, village voisin de mon lieu de résidence. Le métier de généalogiste professionnel ne se limite pas à une seule recherche, mais révèle l'histoire d'une famille avec ses joies et ses drames. À travers de longues étapes de recherche, la généalogie rend l'histoire passionnante et émouvante. Au domicile de Jeanne Lefebvre, le 30 juin 2008, 13h. Se retrouve devant la demeure de la défunte, Maître Duchesne, le généalogiste Damien Gérard, Maître Chauviroy, le commissaire-priseur, appelé ce jour-là pour évaluer les biens de Madame Lefebvre. Et enfin, Monsieur le maire, encore bien attristé par la perte de son ancienne professeure.
Passé le premier moment de surprise et d'effroi devant cet amas de détritus, chacun remplit sa mission. Le commissaire-priseur, l'œil aguerri par plus de 30 ans d'expérience, repère dans le bric-à-brac monstrueux de nombreux objets et meubles de valeur. De leur côté, Damien et le notaire se concentrent sur un secrétaire et un bureau de style empire, d'où ils ont vu émerger quelques papiers administratifs. Effectivement, entre des prospectus publicitaires sans importance et une facture d'électricité datant d'une vingtaine d'années, Maître Duchesne voit soudain dépasser un relevé de compte du mois dernier. Mais quelle surprise, en découvrant au bas du document bancaire le solde rondelet de 1 827 000 €. Damien ne cache pas son étonnement. Mais comment cette enseignante pouvait-elle avoir autant d'argent? Certes, son mari était cadre dans une société angevine, mais son salaire ne lui aurait pas permis d'amasser un tel patrimoine. Puis, après un bref silence. Ah, maître, je crois que j'ai trouvé l'explication. Lisez donc ça. Damien Gérard sort alors du fatras de papier une lettre jaunie et froissée d'un notaire parisien. Monsieur Lefebvre, nous vous faisons part du versement de la quote-part qui vous revient dans le partage de la succession de votre oncle Pierre Lefebvre. Tout c'est clair. Les époux Lefebvre avaient hérité. Les bijoux, cette belle propriété ou encore ce compte bancaire généreusement garni venaient donc de cette succession. Les deux hommes entendent alors un cri dans la pièce d'à côté. Maître Chauviroy fait irruption dans la pièce, un sourire énigmatique aux lèvres et un sac de course en plastique bien lesté dans la main. Ne vous fiez pas aux apparences. Ceci n'est pas qu'un simple sac. Je l'ai trouvé en dessous d'une planche à repasser toute rouillée et il m'a intrigué parce qu'il me semblait voir y dépasser un billet. En réalité, regardez, il est rempli de paquets de liasses de 50 et 100 €. C'est une vraie caverne d'Ali Baba ici. C'est la première fois que je mets la main sur un trésor pareil. Monsieur le maire repense alors au fameux sac en plastique que Madame Jeanne trimballait toujours avec elle quand elle errait dans les rues de la ville. Si les gens avaient su. Et les 4 hommes de s'atteler à la tâche de dénombrer les billets. En 1 heure, les comptes sont faits. Il y a là 152 900 € en liquide. Les 4 hommes quittent la demeure, habités par un sentiment déroutant. Comment un lieu tel que celui-ci, ravagé par la solitude et la désolation, pouvait-il être dans un même temps la cachette d'un tel butin? Journal d'enquête du généalogiste Damien Gérard. Semaine 3. Quelques coups de téléphone et je récupère sur un post-it le numéro d'un dénommé Robert Le Sueur qui vit aujourd'hui à la maison de retraite du Prieuré à Dreux. Il a été le voisin de Simone pendant presque 30 ans. Monsieur Le Sueur, autrefois charcutier, est surpris de mon appel, mais ravi de pouvoir me renseigner. Il me confirme que les sœurs Martin étaient bien 3. Jeanne, qui vient de décéder, Simone et Raymonde. Il m'apprend que Jeanne et Simone se voyaient au moins 2 fois par an, à Noël et aux vacances d'été, et que chaque semaine, elles s'appelaient au téléphone pour parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps. Bon, pour l'instant, rien de crucial à signaler. Et puis arrive le petit grain de sable qui fait basculer la conversation et éveille ma curiosité. Par contre, les 2 sœurs étaient en froid avec Raymonde, leur cadette. C'était une originale qui n'en faisait qu'à sa tête. Certes, la vie ne l'avait pas gâtée, elle souffrait d'un handicap de naissance qui la faisait claudiquer et limitait ses déplacements. Mais cela ne justifiait pas pour autant son attitude fantasque et désinvolte. Ce qui avait fâché définitivement les sœurs, c'était l'adoption qu'avait faite Raymonde, alors âgée de plus de 50 ans, d'un jeune peintre en bâtiment, un certain Jacques Beauchois. On n'a pas idée. Comment oser salir la famille Martin en y faisant rentrer un inconnu? Mon sang ne fait qu'un tour. Si Raymonde a adopté une personne, cet individu est devenu un neveu pour Jeanne.
Et même s'il s'agit d'une filiation adoptive plutôt que naturelle, la loi donne à ce neveu la qualité d'héritier de Jeanne. Compte tenu de la configuration familiale, ce sera même son seul et unique héritier. Parfois, l'enquête ne tient qu'à un fil, un simple hasard. Il aurait suffi que je n'appelle pas le voisin charcutier pour que je ne connaisse pas l'existence de Jacques, le fils adoptif de Raymonde. Je serais ainsi passé à côté du bon héritier. Et jamais les archives n'auraient pu me livrer ce précieux témoignage.